concentration des monomères dans votre chaîne de polymères. Et cette composition de votre chaîne de polymères, ça change avec le temps parce que ça change la concentration du monomère M1, M2 en solution. Et donc, pour connaître la composition de la chaîne du copolymère, on définit la grande F, c'est la composition instantanée du copolymère. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Qu'est-ce que vous avez dans votre chaîne de polymères? Donc, en bleu ou en rouge. Et la petite F, c'est la composition du mélange de monomères. Donc, la petite F, c'est ce que vous avez dans votre milieu réactionnel, dans votre ballon. Et cette concentration, si le monomère 1 réagit plus vite, sa concentration, elle va diminuer plus rapidement que la concentration du monomère 2. Donc, la composition de votre solution, ça change avec le temps par rapport à la concentration du départ. Donc, la concentration qui était là au départ. Et donc, les relations entre la composition du copolymère, c'est-à-dire quels monomères ils sont dans les copolymères, et la variation de la concentration des monomères sont assez complexes et on peut écrire l'équation de composition dans laquelle vous avez les rapports de réactivité et la composition du mélange des monomères. Voilà. Et on peut construire des diagrammes qu'on appelle des diagrammes carrés dans lesquels on met donc la composition des... Donc, on va mettre la composition de votre mélange en solution dans les axes des abscisses et la composition de votre copolymère. Donc, quel monomère il est dans les copolymères, dans les ordonnées. Et on a plusieurs types de diagrammes carrés. Dans les premiers cas, vous avez les rapports de réactivité numéro 1 égale au rapport de réactivité numéro 2. Donc, c'était le cas dans lequel on a un copolymère statistique. Et donc, statistique, ça veut dire que vous avez des chaînes dans lesquelles il n'y a pas d'ordre, M1, M2, combien d'M1, combien de 2, il n'y a pas d'ordre. Et vous avez en solution à chaque fois la même composition que dans les copolymères. Donc, si vous partez de 20% du monomère numéro 1 et 80% du monomère numéro 2, eh bien, vous aurez dans votre copolymère les mêmes pourcentages. Vous aurez mis 20% du monomère numéro 1 et 80% du monomère numéro 2. Et ça, pour toutes les compositions de votre solution. Le deuxième diagramme carré, c'est la situation quand chaque monomère il va réagir plus vite avec l'autre qu'avec lui-même. On avait dit là, plus tôt, on avait l'alternance parfaite, qui est pour R1, R2 égale à 0. Et dans tous les cas intermédiaires, par exemple, on a un rapport R2 qui est plus grand que les rapports R1, ben vous détachez de la ligne théorique. Et dans ce cas, par exemple, pour cette composition, vous avez, par exemple, 20% du monomère numéro 1 en solution, mais vous avez 40% du monomère numéro 1 dans les polymères. Parce que même si vous en avez moins dans la solution, ben, il réagit plus vite, donc il est consommé plus vite. Donc, vous allez retrouver plus dans votre copolymère. Et si vous êtes de l'autre côté, donc ici, au départ, vous pouvez mettre 80% de votre monomère numéro 1, mais dans les polymères, donc ici, il n'y en a pas 80%, il y en a à peine 50%, parce que ben, il réagit moins vite que le monomère numéro 2. Donc, c'est plutôt le monomère numéro 2 qui est
incorporés dans les polymères. Et après, on a ce qu'on appelle l'azéotrope. C'est le seul point dans lequel la composition de la solution est égale à la composition du copolymère. Donc, vous trouvez ce diagramme dans les livres aussi, si vous voulez retourner. Il faut savoir qu'on peut calculer les rapports de réactivité. Donc, on peut faire une polymérisation. On peut analyser les copolymères formés par résonance magnétique nucléaire, par spectrométrie UV visible. Et grâce au spectre RMN, on peut calculer les pourcentages d'un monomère et de l'autre dans les polymères. Et donc, on peut écrire cette équation qu'on a vue tout à l'heure, donc l'équation de composition, et on peut calculer les valeurs des coefficients de R1, R2. Donc, les étudiants qui sont ici au Mans, ils ont un travail pratique sous cette expérience, donc sous la polymérisation radicalaire, pour avoir des copolymères et pour avoir donc des compositions différentes assez long du temps de réaction. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle aussi dans la théorie. Donc, là, on doit terminer la polymérisation radicalaire. Alors, pour vous rappeler cette dernière diapositive, donc, c'est un mécanisme en 3 étapes. Il y a l'amorçage. On a vu qu'il y a plusieurs types d'amorceurs. Après, on a la propagation. Et après, il y a des réactions de terminaison. Les autres caractéristiques de la polymérisation radicalaire, c'est les phénomènes de transfert, l'inhibition. Il faut toujours se rappeler, quand on fait une polymérisation radicalaire, on élimine l'oxygène. Et on a montré que l'oxygène, c'est un inhibiteur de la polymérisation radicalaire. Parce qu'il va réagir avec les radicaux qui viennent de l'amorceur et des polymères pour former des radicaux qui ne sont pas capables de réagir avec les monomères. Et que donc, ils vont former des chaînes mortes. Et donc, votre polymérisation, soit elle ne démarre pas parce qu'il y a de l'oxygène, soit si l'oxygène va rentrer dans votre ballon, elle s'arrête. Donc, il faut faire attention à ces petits détails. Et après, on a la copolymérisation. Donc, on peut faire des copolymères, mais c'est difficile de contrôler la structure si on va voir des copolymères statistiques ou à bloc. Donc, il faut connaître les rapports de réactivité des deux monomères. Il faut les calculer. Donc, ici au Mans, en deuxième année de master, il y a toute la partie du cours de polymérisation radicalaire vivante et contrôlée. Il y a des travaux pratiques aussi. Et il y a les procédés de polymérisation radicalaire. Donc, la polymérisation en émulsion, en masse, etc. Donc, tout ça, c'est vous en deuxième année de master. Et ça, c'était la polymérisation radicalaire. Donc, je vais changer de présentation. Okay. Alors. Et donc, après la polymérisation radicalaire, on va voir les polymérisations ioniques.
donc les polymérisations cationiques ou anioniques. C'est le même principe, mais vous devez former des carbocations ou des carboanions pour faire réagir les monomères entre eux. Donc, on commence à voir la polymérisation cationique, donc les principes, les amorceurs, les monomères et les mécanismes. Alors, c'est une polymérisation en chaîne, comme la polymérisation radicalaire. Vous avez donc 3 étapes: l'étape d'amorçage, l'étape de propagation et l'étape de terminaison pour former votre chaîne. Cette fois, votre carbone, qui est les centres réactifs, les carbones qui va continuer la polymérisation, c'est un carbone carbocation, donc c'est un carbone qui a 3 liaisons et une charge positive. Alors, c'est difficile d'étudier les polymérisations cationiques parce qu'elles sont très, très rapides et on peut arrêter la réaction à cause d'une mauvaise manipulation. Donc, elles sont plus rapides que la polymérisation radicalaire. Et pour éviter des phénomènes de terminaison et de transfert qui pourraient provoquer des chaînes trop petites et arrêter rapidement la polymérisation, on travaille normalement à des basses températures. Alors, vous avez les schémas. Ici, on voit un monomère qui a une double liaison carbone-carbone. Les électrons de la double liaison carbone-carbone sont utilisés pour attaquer, pour former une nouvelle liaison avec une espèce amorceur qui est un cation. Donc, vous aurez un carbone qui va former une nouvelle liaison covalente avec cet amorceur cationique et l'autre carbone qui va rester sous forme de carbocation parce qu'il a perdu les électrons qu'il avait utilisés pour faire cette liaison covalente. Donc, c'est votre étape d'amorçage. Il vous faut une espèce qui va réagir avec les monomères et qui forme un carbocation. Or, vous avez étudié en chimie organique la stabilité des carbocations. Vous savez qu'il y a un carbocation benzylique qui est plus stable d'un carbocation tertiaire, qui est plus stable d'un carbocation secondaire et d'un carbocation primaire et d'un cation méthyle. Donc, les mêmes règles sont valides dans la polymérisation. Si vous pouvez former un carbocation d'un côté ou de l'autre de votre monomère, vous allez former les carbocations les plus stables. Donc, dans ces cas-là, si vous formez un carbocation ici, c'est un carbocation primaire. Ici, le carbone, il est dissocié. Donc, les carbocations plus stables, c'est les carbocations tertiaires. Et c'est celui-là que vous allez former. Donc, du point de vue thermodynamique, c'est celui-là qui va se former en priorité. Donc, ça, il faut se rappeler, chimie organique, stabilité des carbocations, ordre de stabilité des carbocations. Après, une fois que vous avez amorcé la réaction, de ces premières carbocations, il y a la réaction de propagation et donc les électrons de la double liaison carbone-carbone vont former une nouvelle liaison avec les carbocations et vous reformez toujours ces carbocations qui est les centres réactifs et vous avez la réaction de propagation. Et après, on verra, il y a des réactions de terminaison qui ne sont pas les mêmes qu'en polymérisation radicalaire. Et donc, vous formez votre chaîne de polymères. Alors, qu'est-ce qu'on utilise ici comme amorceur? Donc, on doit faire des carbocations et un moyen
de faire un carbocation, c'est de ajouter un acide de Bronsted. Les doubles liaisons carbone-carbone, ils vont donner une réaction avec les acides de Bronsted. Donc, les électrons de la double liaison, ils vont arracher un proton pour former une nouvelle liaison carbone-hydrogène et vous formez la base conjuguée de l'acide. Et les carbocations sous l'autre carbone qui a perdu son électron. Or, si l'anion, qui est la base conjuguée de l'acide, est nucléophile, eh bien, vous allez voir la réaction de addition à votre carbocation. Donc, c'est la même réaction que vous avez vue en chimie organique, une addition d'un nucléophile à un carbocation. Si vous avez cette réaction, vous n'avez pas de polymérisation. Il y a juste la réaction classique d'addition d'un acide à une double liaison carbone-carbone. Donc, nous, on ne veut pas ça. Et pour éviter ça, il faut que l'anion base conjuguée de l'acide soit non nucléophile. Donc, il ne doit pas réagir avec les carbocations pour former une nouvelle liaison covalente. Donc, pas d'acide chlorhydrique, par exemple. Pas d'acide trop fort. On peut utiliser aussi des acides de Lewis en présence d'une petite trace d'acide de Bronsted au dos. Donc, ça veut dire très, très peu d'eau et l'acide de Lewis. Donc, il y a toute une série qui est utilisée. Il y en a beaucoup qui sont utilisés. Trichlorure d'aluminium, trifluorure de bore, etc., etc. Il y a plusieurs métaux, les tin, les titanium, etc. Et la réaction, c'est toujours entre votre monomère et l'acide de Lewis qui est complexé en molécules d'eau que vous avez mis en trace. Votre électron de la double liaison, ils arrachent un proton à cette complexe et donc vous formez un carbocation sous les monomères parce que vous avez formé une nouvelle liaison carbone-hydrogène et vous avez comme contre-anion l'acide de Lewis complexé à l'anion hydroxyle, donc qui reste chargé négativement. Et donc ça, c'est votre système qui permet de créer les premiers carbocations et donc d'amorcer la réaction de polymérisation. Il y a beaucoup d'acides de Lewis qui ont été testés. Là, il y en a juste quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. Assez long de votre monomère, il y en a qui marchent mieux ou qui ne marchent pas. Donc, il faut tester beaucoup d'acides de Lewis. Et ça, c'était la réaction de formation de l'aqueduc entre l'acide de Lewis et l'eau. Alors, quel monomère on peut utiliser pour la polymérisation radicalaire? Ben, tous les monomères qui ont une double liaison carbone-carbone, les styrènes. Et comme vous formez un carbocation, si les groupements R qui sont liés à un des carbones sont électrons donneurs, ben, vous avez les carbones dans lesquels vous formez les carbocations. Donc, votre amorceur, il va réagir avec un carbone, il forme la liaison covalente et les radicales les plus stables qui est formé. Dans ces radicales les plus stables, on a aussi les groupes R, qui est un groupe électron-donneur, donc qui peut délocaliser la charge positive et donc rendre les carbocations encore plus stables. Et donc, on a déjà dit, on ne formera pas les carbocations les moins stables. On peut polymériser par polymérisation cationique des monomères cycliques. Donc, tous les lactones
donc les esters cycliques, comme les caprolactones que vous voyez ici. Tous les époxydes, donc substitués au simple. Tous les analogues des époxydes contenant un azote. Des monomères comme les furanes ou les dioxolanes. Donc, c'est des monomères qui on peut polymériser par polymérisation cationique et on l'appelle Ring Opening Polymerization, ROP, parce qu'on est obligé d'ouvrir les cycles. Donc, les moments qu'on va former les premiers carbocations, et vous aurez la réaction en chaîne pour former un polymère linéaire. Et l'exemple le plus classique que j'ajouterai l'année prochaine, c'est la polymérisation de l'oxyde de l'éthylène pour donner les polyéthylène glycol ou polyéthylène oxyde. C'est un polymère commercial très, très, très utilisé pour beaucoup d'applications. Donc, quel solvant on peut utiliser pour cette polymérisation cationique? On n'avait pas parlé de solvant dans la polymérisation radicalaire parce que, qu'on soit dans l'eau ou qu'on soit dans un solvant organique, pour les radicaux, il n'y a pas de problème. Les radicaux, ils vont se former, la polymérisation, il va marcher. Pour les polymérisations ioniques, les solvants, il a un rôle plus important. Donc, comment on crée des cations et des anions, les solvants meilleurs, ce serait un solvant polaire qui peut bien entourer les cations et les anions et les stabiliser. Sauf que dans les cas de polymérisation cationique, on ne peut pas utiliser l'eau ni les alcools parce qu'ils vont réagir avec l'amorceur. Donc, si vous formez un carbocation, il peut réagir avec l'eau ou l'alcool et vous avez une réaction de formation d'une molécule qui n'est pas chargée et donc vous avez une réaction de terminaison. Et votre chaîne de polymères a toujours un carbocation à la fin et ce carbocation, il peut réagir avec l'eau et avec les alcools. Donc, on ne peut pas faire des polymérisations cationiques dans l'eau, ni dans le méthanol, ni dans les solvants comme l'acétone, parce que les cétones, ils forment des complexes avec les amorceurs, et donc vous bloquez l'étape d'amorçage. Donc, il y a un phénomène d'inhibition de la polymérisation. Donc, qu'est-ce qui reste? Tous les hydrocarbures aliphatiques, donc l'hexane, l'heptane, les nitroalcanes, les dichlorométhanes, donc des solvants qui peuvent être plus ou moins polaires, mais qui ne donnent pas des réactions de terminaison avec les carbocations de l'amorceur et du polymère. Alors, l'étape de propagation, donc on avait déjà vu, elle est caractérisée par une constante de vitesse qui est Kp, la constante de polymérisation. Et on a dit que les réactions polymérisation cationique sont des polymérisations rapides. Et quand vous formez des carbocations, encore, si vous vous rappelez de la chimie organique, il y a des phénomènes possibles de isomérisation. Donc, vous avez la possibilité d'une carbocation qui va arracher un proton à un autre atome de carbone et donc il va former un carbocation qui peut arracher un hydrogène à un autre atome de carbone pour former une autre carbocation dans une autre partie de votre polymère. Et ces carbocations-là, pourquoi on les forme? Parce qu'il est plus stable. Et donc, parfois, on a des réarrangements intramoléculaires
Donc, vous formez votre polymère, mais après, votre carbocation, il est plus sous les derniers monomères. Il va se déplacer au milieu de la chaîne. Donc, vous pouvez avoir un monomère qui va réagir et vous formez un polymère branché. Effectivement, si vous avez votre chaîne de polymère, votre centre réactif, il est toujours au bout. Mais s'il y a un phénomène de isomérisation, eh ben, votre carbocation, il va se former au milieu. Et quand vous allez réagir avec un nouveau monomère, ben, vous allez voir un polymère qui est branché. Donc, vous changez les propriétés mécaniques de votre polymère. Parfois, vous pouvez avoir des phénomènes de cyclisation. Donc, les carbocations que vous avez formées ici, il va réagir avec une autre partie de votre polymère et vous formez des polymères cycliques, des sortes de boucles. Donc, on voit tout ça quand on va analyser la structure de votre polymère. On va voir que la masse molaire, ça ne correspond pas. On va avoir des pics dans les spectres de résonance magnétique nucléaire qui correspondent à des protons qui sont plutôt dans un cycle où on voit qu'il y a des branches. Donc, on sait que dans les polymérisations cationiques, il peut y avoir ce type de phénomène. Et après, donc, il y a les migrations d'hydrures. Donc, liaison carbone-hydrogène, il peut se casser. Un ion H-, il va migrer, il va former une nouvelle liaison avec un carbone qui était au bout des chaînes. Vous avez une chaîne morte et donc une carbocation qui se forme ailleurs. Et parfois, on a des groupes méthyles qui peuvent partir, charger négativement, et donc ils vont créer des carbocations, mais pas au bout des chaînes, donc au milieu. Et donc, vous avez des polymères qui ne sont plus linéaires. La réaction de terminaison, alors, la caractéristique de la polymérisation radicalaire, on pouvait avoir des réactions de terminaison tout le temps. Dès que deux radicaux ils se rencontrent, ben, vous avez une chaîne morte et une réaction. Donc, dans les réactions de polymérisation radicalaire, on dit qu'on a une grande dispersité de masse molaire parce qu'on a des réactions de terminaison tout le temps entre deux radicaux. Dans la polymérisation cationique, pour avoir la formation d'une chaîne morte, donc d'avoir une réaction de termination, vous devez faire réagir votre carbocation avec un nucléophile pour former une liaison covalente et donc annuler les carbocations. Et donc, les deux possibilités, votre carbocation qui est là, il va réagir avec quelque chose qui peut être chargé négativement au neutre. Et là, vous formez une nouvelle liaison covalente. Et bien, voilà votre chaîne morte. Ou, vous avez votre carbocation et un hydrogène à côté. Et donc, vous perdez cet hydrogène sous forme de proton. Il y a toujours quelqu'un qui peut l'arracher. Et vous formez une nouvelle liaison carbone-carbone, donc entre votre dernier carbone qui avait la charge positive et les électrons que vous avez récupérés par cassure de cette liaison CH. Et donc, vous avez une chaîne insaturée, donc une extrémité de chaîne insaturée. Mais jamais, 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 vous pouvez avoir deux cations qui vont réagir pour donner une réaction de terminaison. Donc, quand vous avez des radicaux, on a dit c'est possible.
Ça, c'est la réaction de terminaison classique. Voilà votre chaîne de polymères morte. Mais quand vous avez 2 carbocations aux 2 carbanions, ben là, c'est pas possible. Donc, du coup, ça vous manque. Donc, cette réaction de terminaison, donc il faut se rappeler, c'est impossible. Il n'y a pas possibilité de créer une liaison covalente entre 2 extrémités carbocations. Donc, c'est plus facile d'avoir une faible dispersité des masses molaires avec les polymérisations ioniques, à cause du fait que c'est vous que vous allez décider quand il y a la réaction de terminaison. Elle n'a pas lieu tout le temps. On peut dire aussi 2 mots sous la stéréochimie. Si vous ajoutez un monomère qui peut donner un centre chiral, à chaque ajout, vous pouvez avoir une conformation du centre chiral. Et on a dit ça donne lieu à des polymères atactiques, syndiotactiques ou isotactiques. Et dans les cas de la polymérisation cationique, si vous avez un monomère qui a un groupement qui est très encombrant, comme les terbutylvinyléthers. Donc, le groupement R, il est très encombrant. Quand vous formez les carbocations, selon que vous êtes dans un solvant polaire ou apolaire, vous pouvez avoir le monomère qui suit, qui va soit être inséré toujours du même côté, soit il peut choisir. Donc, si vous êtes dans un solvant non polaire, comme celui-là, les cations, il n'est pas bien solvaté. Et donc, quand vous allez ajouter, donc votre anion, il reste toujours à côté de votre cation. Et les nouveaux monomères, il va arriver toujours du même côté. Et donc, il va être ajouté toujours du même côté. Et vous avez un polymère qui est isotactique, donc il est très stéréorégulier. Si vous êtes dans un solvant polaire, vous avez l'anion qui est bien séparé, bien solvaté, les cations qui est bien séparé, bien solvaté. Et donc, il y a autre thermodynamique qui va entrer en jeu. Vous avez l'alternance donc de l'approche du monomère et vous avez une fois un centre chiral, une fois l'opposé. Thermodynamiquement, ça c'est les polymères plus stables, mais on a le temps de les former, on a la possibilité seulement dans les solvants polaires qui vont bien séparer l'anion et les cations. Donc ça c'est une chaîne de polymères très longue, ça c'est un petit anion. Donc, si vous arrivez à les séparer, vous pouvez aussi, assez long du solvant, jouer et avoir un polymère syndiotactique donc, ou isotactique. Qu'est-ce qu'on fait avec la polymérisation cationique? J'avais regardé des exemples d'objets qu'on connaît. Et donc, par exemple, les isobutyles, les polyisobutylènes, c'est l'élastomère qu'on trouve dans les ballons de basket. Donc, c'est les polymères noirs qui sont dans les ballons de basket. Donc, c'est un élastomère, c'est très élastique. Et il a une propriété, il est très, très, très étanche. Il garde bien l'air. Qu'est-ce qu'on demande aux ballons de basket? D'être très élastique et de ne pas perdre de l'air quand on les utilise. Et donc, ces polymères, polyisobutylène, il est utilisé à cause de cette forte imperméabilité au gaz pour faire des chambres à air, des vélos, par exemple, les joints des cocottes minutes, on les trouve à l'intérieur des pneumatiques, dans les ballons de basket. Et il est aussi très résistant thermiquement. Donc, il peut être aussi utilisé là où on a haute température
on a besoin de l'étanchéité à l'eau et à l'air. Donc, il a des propriétés intéressantes. Et il est fait dans l'industrie par polymérisation cationique d'eau méthylpropène, donc, qui est cet alcène-là, ou isobutylène. Et donc, on voit que l'amorceur, c'est les trifluorures de bore, donc un acide de Lewis, en présence de traces d'eau et dans les dichlorométhane. Et comme on a dit au départ, la température est moins 78, donc elle est très baisse. Et donc, on forme les premiers carbocations. Ensuite, on a la réaction de propagation. Et ensuite, on montre ici une terminaison. Il y a un des protons des groupements méthyle qui est arraché. Et donc, on forme ici une double liaison. Donc, vous regardez cet exemple, c'est un résumé de tout ce qu'on vient de dire sous la polymérisation cationique. Donc, la basse température, les solvants, les types d'amorceurs, les mécanismes et les types de terminaison. Donc, il y a tous les résumés, les choses qu'on vient de dire. Et je vais regarder si on pouvait faire des copolymères. Effectivement, on a aussi la possibilité de mettre deux monomères et d'avoir de copolymères. Et ici, vous avez les rapports de réactivité qui changent avec la nature de l'amorceur, la polarité du solvant, les contre-ions, donc l'anion que vous avez à côté de votre cation. Et donc, c'est pas la méthode principale pour former des copolymères. Souvent, on a des mélanges de homopolymères ou de copolymères à bloc. Mais j'ai trouvé à niveau commercial, on a les résines coumarone-indène. Donc, les coumarones, c'est la molécule numéro 1. L'indène, c'est la molécule numéro 2. Donc, vous voyez l'homopolymère qui donne l'une et qui donne l'autre. Et donc, si vous mélangez ces deux monomères, vous pouvez avoir des résines qui sont utilisées comme dans les peintures, donc dans les encres, dans les cols, dans des vernis de protection. Donc, il y a quand même des exemples de copolymères qu'on peut obtenir par polymérisation cationique et qu'ils ont produit à niveau industriel. Donc, c'est juste, il faut se rappeler de celui-là. Alors, pour cette copolymérisation cationique, donc, vous faites un tableau et vous voyez donc en parallèle à la polymérisation radicalaire, il y a des choses qui sont les mêmes, donc les trois étapes, mais après, vous voyez, il y a des différences, donc les rôles du solvant, les réactions de terminaison, les réactions de transfert. Donc, si vous voulez mémoriser, vous pouvez vraiment vous faire des schémas avec tout ce qui est caractéristique d'une polymérisation et ce qui change avec l'autre. Parfois, on peut utiliser les mêmes monomères, mais peut-être les polymères, il n'a pas les mêmes propriétés parce qu'il est branché, etc. Donc, je vous donne juste 2 minutes de pause et après, on va passer aux polymérisations, à la polymérisation anionique.
OK, donc on pose très courte parce qu'on va rattraper le retard. Donc, on va passer aux polymérisations anioniques. Et là, déjà, on voit que c'est la parallèle de la polymérisation cationique. Donc, c'est une polymérisation en chaîne, 3 étapes, amorçage, propagation et terminaison. Et les centres réactifs est un carbanion, cette fois. Donc, si on doit schématiser la réaction, on a notre monomère. Encore une fois, c'est un monomère qui a une double liaison carbone-carbone. Et sous un des carbones, il peut avoir des groupements qui sont cette fois électrons attracteurs. Donc, comme on va former sous un des deux carbones un carbanion, on formera les carbanions là où les carbanions est stabilisé. Et donc, dans la chimie organique, on sait que sont les groupements électrons attracteurs qui vont stabiliser la charge négative. Donc, vous avez un groupement carbonyle, un noyau aromatique, ils peuvent délocaliser la charge négative et donc, ils vont stabiliser les carbanions que vous formez. Donc, il faut reprendre les cours de chimie organique et voir les règles de stabilité des carbanions aussi. Donc, les carbanions, on va les former comme ça. Il faut ajouter une espèce dans laquelle vous avez un nucléophile. Donc, un nucléophile, il peut être une molécule avec une charge négative, mais il peut être aussi neutre. S'il est une molécule avec une charge négative, vous aurez aussi un cation qui est le contre-cation. Donc, le nucléophile, il attaquera un des deux carbones de la double liaison pour former un carbanion sous l'autre et une nouvelle liaison covalente. Donc, ça, c'est votre étape d'amorçage. Une fois que vous avez formé les premiers carbanions, donc les carbanions, il va réagir avec un autre monomère, toujours pour former les carbanions les plus stables. Et donc, vous avez votre réaction de propagation. Donc, votre extrémité de chaîne est toujours un Alors, ok. J'avais perdu la connexion. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? C'est bon? Non, pas encore, mesdames. Non, pas encore. Alors, on va partager. Et maintenant? Oui. OK, merci. Et donc, on s'est retrouvés. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous avez un carbanion, ici, à la fin de chaque chaîne, et face à votre carbanion, il y a un cation métallique. Donc là, il va rester à côté. Vous avez un exemple. Là, c'est une amine qui est l'amorceur. Il va former une nouvelle liaison covalente avec un des carbones de votre monomère. Et les électrons de la double liaison, ils vont rester sous le deuxième carbone qui a les groupes électrons attracteurs. Et vous avez votre carbanion à l'extrémité des chaînes. Dans ces cas-là, vous avez un zwitterion, c'est-à-dire une molécule qui a une charge positive
et négatif dans la même molécule, parce que l'azote, il va faire 4 liaisons covalentes. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise comme amorceur pour faire des carboanions et pour commencer les polymérisations anioniques? Alors, on utilise des nucléophiles forts, donc des bases. Donc, la base conjuguée de l'ammoniac est cet anion amido. Donc, vous savez que c'est un anion qui est en base très, très forte parce que l'ammoniac, donc NH3, c'est un acide très, très faible. Et donc, pour former votre anion amido, il faut vraiment une grande force pour arracher un proton. Et donc, votre anion amido, il tendra à reformer votre ammoniac. Donc, vous pouvez utiliser un sel métallique de cet anion. Les amorceurs plus communs, c'est les alkyles lithium, comme dans l'exemple. Donc, les butyl lithium, c'est vraiment le amorceur pour la polymérisation anionique. Et donc, vous avez aussi les secs butyl lithium. Alors, pourquoi ils sont très utilisés? Pourquoi ils sont des bases fortes? Parce qu'ils vont former, dans ces cas-là, les butanes ou les secs butanes, qui sont des acides très, 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 très faibles. Donc, ça, c'est des bases qui sont très, très, très fortes et sont aussi très nucléophiles. Et la troisième possibilité, c'est d'utiliser des alkoxys, donc les bases conjuguées des alcools. Les alcools, ils ont un pK qui est autour de 15, voire plus. Donc, ce sont des acides très faibles et des bases donc très fortes. Et l'avantage des alkoxys, c'est qu'ils sont solubles dans les solvants organiques à cause du groupement R. Et donc, les amorceurs, c'est facile. Donc, soit vous prenez un alkyle lithium, soit un alkoxyde, soit cet anion amido. La polymérisation anionique à faire en pratique, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut travailler dans un milieu complètement anhydre. Dès que vous avez l'eau et vous avez NH2 ou un alkyle lithium ou un alkoxyde, vous allez déprotoner l'eau et donc vous allez détruire votre amorceur. Donc, qu'est-ce qui fait cet anion en présence de l'eau? Eh bien, c'est en réaction acido-base, il va reformer l'ammoniac et il vous forme votre anion hydroxyle. Les alkoxys, pareil, en présence d'eau, ils vont former les alcools. Donc, dès que vous avez des traces d'eau, votre polymérisation, elle va s'arrêter parce que l'anion hydroxyle, OH-, il n'est pas capable de amorcer en polymérisation. Si vous avez OH-, lui, il ne va pas réagir avec les monomères, donc votre polymérisation s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas avoir d'eau dans les milieux réactionnels. Votre verrerie, elle doit être séchée dans une étuve à 60 degrés, à 100 degrés. Donc, elle doit être séchée de l'étuve, elle doit être retirée, elle doit être mise tout de suite sous azote ou sous argone. Votre solvant, il doit être absolument sec. Donc, on sèche les solvants sous des tamis moléculaires, on les garde dans des bouteilles avec des septums, on fait circuler de l'azote ou de l'argon, on les laisse sous azote. Votre monomère, il ne doit pas contenir de traces d'eau. Donc, il faut les distiller, il faut les garder sous tamis moléculaire, il faut les garder sous azote. Donc, les monomères, les solvants, la verrerie, tout ça doit être sec, propre. Et comme vous faites
pour transférer un solvant dans votre ballon ou un monomère dans votre ballon, vous ne pouvez pas l'exposer à l'air, parce que dans l'air, il y a l'humidité. Donc, il faut faire des transferts avec des seringues, des aiguilles qui doivent être secs. Il faut faire ultra attention à les laver avec l'azote, donc ne pas avoir de l'azote dans votre aiguille. Donc, c'est une polymérisation qui, du point de vue pratique, elle est vraiment, vraiment exigeante. Si on ne fait pas attention, la verrerie, elle n'est pas sec, on est en contact de l'humidité de l'air, la polymérisation va s'arrêter. Donc, c'est très, très délicat comme technique. Différemment de la polymérisation radicalaire, que oui, bon, si on met beaucoup d'amorceurs, même s'il y a un peu d'oxygène, ça va. S'il n'y a pas il y a de l'eau, ça va. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut travailler en milieu anhydre. Ensuite, là, je vous signale des réactions secondaires qui peuvent avoir lieu. Donc, vous avez votre méthacrylate comme monomère. Donc, normalement, on a notre amorceur qui va réagir avec un carbone. Il va former une nouvelle liaison covalente. Et les carbanions sous les carbones qui donnent les carbanions plus stables. Donc, ici, on voit que les carbanions sous cette carbone, il peut donner une formule de résonance dans laquelle il est lié au carbone du carbonyle et les électrons de la double liaison carbone-oxygène, ils sont portés par l'oxygène. Donc, on a cette formule de résonance entre, si vous voulez, la forme énolate et la forme avec les carbanions. Avec votre cation lithium qui est toujours à côté de la charge négative. Donc, c'est ces carbanions-là qui permettent de réagir avec un autre monomère et d'avoir la réaction de polymérisation. Mais votre amorceur, il peut aussi réagir à niveau de l'ester. Donc, votre nucléophile, il peut attaquer à ce niveau-là. Donc, vous avez les groupes alkoxy qui va sortir et vous formez une nouvelle liaison entre votre groupe alkyle de l'amorceur et les carbones du carbonyle de votre monomère. Qu'est-ce que ça passe? Ces monomères-là, ils peuvent réagir en polymérisation anionique avec ces premiers monomères. Et donc, le résultat, c'est que vous allez avoir des copolymères. Donc, ça, vous changez la nature de votre polymère. Et donc, ça ne va pas. L'anion alkoxy que vous avez formé ici est un peu moins réactif que l'anion qui vient de l'alkyle lithium. Donc, vous allez ralentir la polymérisation et vous allez changer donc, la nature de votre polymère. C'est plus un homopolymère, vous avez un copolymère. Donc, il faut faire attention aux monomères que vous avez parce qu'il peut y avoir des réactions collatérales donc avec un autre groupement qui n'est pas les doubles liaisons carbone-carbone. Donc, ça, c'est les réactions secondaires qu'on peut avoir. Et on voit rapidement les cations lithium, quand il est en présence, donc il va être lié à les groupes alkyles. Et il y a des agrégats qui sont formés par 6 couples cation-anion, qui sont en équilibre avec des espèces libres, donc anions et cations. Donc là, il faut penser qu'on est dans des solvants organiques. Et on parle de anions et des cations. Donc forcément, dans des solvants organiques, ils tendent à être collés, les anions et les cations. Et donc, on sait que la présence de ce type d'agrégats, ça a une influence sur la réaction et ça a une influence sur la vitesse donc de la réaction de polymérisation. Donc, il faut être dans les conditions pour lesquelles vous avez un maximum d'espèces libres parce que c'est seulement l'espèce libre qui peut réagir avec les monomères. Ça, ce n'est pas une espèce qui peut réagir.
Et donc, l'importance de choisir bien les solvants pour éviter les phénomènes d'agrégation. Et aussi, il y a des monomères qui sont plus sensibles à des autres. Donc, on peut faire quelque chose pour éviter que les lithiums forment ces agrégats. Donc, on peut utiliser des acides de Lewis ou ajouter les molécules qui sont appelées les éthers couronnes. Donc, c'est des éthers cycliques qui ont une espèce de cage, ils forment une cage vide et ils ont cette capacité de former une liaison avec des petits cations métalliques comme les lithiums. Et donc, si vous ajoutez un éther couronne, vous allez kidnapper les cations lithium et vous laissez libre les anions d'amorcer la réaction de polymérisation. Donc, ça, c'est des détails. Pardon, c'est des détails, mais parfois, en plus que toutes les difficultés, la présence d'eau, etc., si vous avez l'inactivation de votre amorceur, c'est compliqué amorcer la polymérisation. Et donc, pour conclure, quels monomères vous pouvez utiliser? Donc, tous les monomères avec des doubles liaisons carbone-carbone et des groupements électrons-attracteurs sous un des carbones. Donc, on a dit l'estyrène, lui, il peut tout faire. L'acrylonitrile, les époxys aussi. Vous pouvez ouvrir un époxy, comme dans les exemples, avec un nucléophile et vous formez un carbanion. Et le carbanion, il peut réagir avec d'autres molécules d'époxy, donc pour former les polymères linéaires. Et là aussi, c'est une polymérisation par ouverture de cycle, donc ring opening polymerization. Et vous pouvez réagir aussi avec les cations, la famille des acrylates ou des métacrylates. Donc, encore une fois, pas mal de monomères, ils peuvent être polymérisés avec cette technique. Et même chose qu'on a dit pour la polymérisation cationique, il faudrait avoir un solvant polaire pour séparer les cations des anions et laisser libre les anions de réagir avec les monomères. Mais on utilise des solvants peu polaires surtout qui ne vont pas réagir avec les carbanions pour former une espèce neutre. Donc, dans la polymérisation cationique, on pouvait utiliser les dichlorométhane. Dans la polymérisation anionique, non, parce qu'on va avoir une réaction de substitution nucléophile. Et donc, votre amorceur, il va se lier de façon covalente au carbone et vous avez les chlorures qui vont sortir. Donc, pas de dichlorométhane, pas de chloroforme, pas de solvant halogéné. Pas d'ester. Parce qu'on a vu, avec les esters, vous allez faire sortir l'alkoxy et vous allez lier votre amorceur à l'ester. Pas les cétones, parce que vous pouvez additionner votre amorceur au cétone. Et donc, ça ne vous reste pas grand-chose. Il y a les hydrocarbures aromatiques, les benzènes, les toluènes, et les éthers et les hydrocarbures aliphatiques. Et donc, quand vous êtes dans un solvant comme les benzènes, votre anion, il ne peut pas arracher des protons au solvant pour former une espèce neutre. Et donc, il faut bien choisir les solvants qui doivent être séchés, pas en présence d'eau, etc., etc. Donc, comment on fait pour terminer cette polymérisation anionique? Donc, on n'a pas des réactions de terminaison, justement, entre les chaînes de anions. Donc, ça, c'est pas possible. Aïe. On va faire comme ça, et on va faire non. Et voilà. Donc, les chaînes, ils ne peuvent pas réagir entre eux pour donner des chaînes mortes. Et la réaction entre les cations métalliques
et l'extrémité des chaînes, ça ne doit pas être possible. Les cations métalliques, il laisse seulement les contre-ions. Donc, normalement, quand on veut arrêter une polymérisation anionique, on va ajouter un alcool au délai. Donc, vous ajoutez l'alcool, vous êtes sûr que toutes les extrémités des chaînes de polymères, ils vont arracher un proton à l'alcool, ils vont former des chaînes mortes et des alkoxys qui ne peuvent plus réagir avec les monomères. Et vous pouvez aussi faire rentrer l'oxygène dans les milieux réactionnels, faire rentrer le dioxyde de carbone et donc ajouter de l'eau. Et donc, ça veut dire que tout ça, ça peut arrêter votre polymérisation à tout moment. Donc, il faut faire super attention à travailler en atmosphère inerte, protégée de l'eau, dioxyde de carbone, oxygène, toutes les impuretés qui peuvent neutraliser les chaînes de polymères parce qu'on arrache un proton facilement. Et donc, la polymérisation anionique, elle est appelée une polymérisation vivante parce que votre extrémité de chaîne, elle n'est jamais morte. Donc, si vous n'ajoutez pas de l'eau, ni de l'alcool, ni rien, eh bien, vous avez toujours des centres réactifs qui peuvent continuer à réagir jusqu'à la fin de la polymérisation. Et effectivement, on ne peut pas dire la même chose de la polymérisation radicalaire, parce que la polymérisation radicalaire, dès qu'un radical il voit un autre, peu importe d'où il vient, il va réagir, il forme des chaînes mortes. Donc, la polymérisation radicalaire, ce n'est pas une polymérisation vivante. La polymérisation anionique et cationique sont des polymérisations qu'on appelle vivantes parce que l'extrémité des chaînes, elle peut toujours réagir, toujours. Elle ne sera jamais spontanément morte. C'est vous qui vous décidez quand vous allez créer des chaînes mortes par ajout d'une autre molécule, donc un alcool comme dans ces cas-là. Donc, vous devrez déjà connaître cette notion de degré de polymérisation pour un polymère. Donc, c'est quelque chose qui vous donne une idée de combien d'unités de répétition vous avez dans une chaîne. Et donc, on peut les calculer. Si on connaît la concentration du départ de notre monomère, combien on avait de monomères au départ, combien on avait d'amorceurs au départ, et si on sait la conversion. Donc, si on sait que 90% de monomère, il a réagi et il est forcément dans un polymère, 10% il n'a pas réagi, donc il est encore en solution. Ça, on peut les connaître, d'où de la mesure de la concentration, et on a un moyen expérimental pour calculer la conversion des monomères. Donc, c'est dPn, vous pouvez les calculer, et ça nous dit combien de monomères on a dans une chaîne. Donc, ça nous dit la masse molaire moyenne de notre polymère. Or, en polymérisation anionique, on forme des chaînes qui ont toutes la même taille, à peu près, parce qu'on a une réaction d'amorçage qui est très rapide, on n'a pas de réaction de terminaison et on n'a pas de réaction de transfert. En polymérisation cationique et radicalaire, on avait tout ça. Et donc, ce qui est assez unique de la polymérisation anionique, c'est que la dispersité, elle est vraiment proche de 1. Donc, ça veut dire que vous avez des chaînes qui ont toutes les mêmes masses molaires. Et ça, pour les applications, c'est très, très important. Donc, si vous analysez vos polymères qui viennent de la polymérisation anionique, vous allez voir un chromatogramme. Donc, les chromatogrammes qui viennent de la chromatographie à exclusion stérique, qui est très, très fin. Donc, la dispersité, elle est très petite. Vous avez un temps de rétention petit, une seule famille. Contrairement à la polymérisation radicalaire, où parfois on a des dispersités très élevées, jusqu'à 7, 8, où on a plusieurs familles de polymères. Donc, ça, c'est pour la polymérisation radicalaire. Donc, c'est des dispersités qui peuvent arriver jusqu'à 7, 8, donc c'est énorme.
Donc, on a beaucoup de masses molaires, des grandes, des petites, des moyennes. Mais la polymérisation anionique, avant les développements des polymérisations radicalaires contrôlées, c'était la seule qui pouvait permettre d'avoir des dispersités petites et des polymères avec une masse molaire bien définie. On pouvait décider que c'était 5000 et on avait 5000. Et c'était la seule technique qui permettait facilement de faire des copolymères ou de greffer d'autres molécules à votre polymère, car les extrémités des chaînes sont des extrémités vivantes. Ce ne sont pas des chaînes mortes qui ne peuvent plus réagir. Et donc, je vais chercher si on connaît quelque chose qui est fait par polymérisation anionique à niveau commercial. Et donc, il y en a beaucoup d'applications industrielles, notamment dans tout ce qui est les domaines d'école. Et donc, vous avez des monomères dans votre colle qui, en présence de l'humidité de l'air, ils vont déclencher une réaction de polymérisation. Donc, vous passez de la colle liquide à la colle solide qui peut justement permettre l'adhésion entre deux supports. Donc, normalement, vous avez les cyanoacrylates qui polymérisent par polymérisation anionique en contact de l'humidité de l'air, donc quand vous ouvrez la colle. Et donc, il y a beaucoup de ces polymères qui sont utilisés dans les domaines des adhésifs. Donc, c'est un domaine où il y a toujours de la recherche. Les polymères pour l'adhésion, malgré le nombre de colles qu'il y en a dans les commerces, on a toujours besoin de nouveaux pour faire adhérer des supports différents comme les métals, les papiers, les cuirs, les métals ou les bois, etc. Donc ça, c'est un domaine dans lequel il y a encore de la recherche. Et bien évidemment, vous avez la possibilité, comme je viens de dire, de faire des copolymères à bloc. Donc, vous avez terminé votre première réaction, vous avez des homopolymères. Le bout des chaînes, il est vivant. Donc, si vous n'avez pas ajouté de l'alcool et l'air n'est pas rentré, vous pouvez ajouter un deuxième monomère et vous avez donc un copolymère 10 blocs parfait. Tous les copolymères du type polystyrène ou polysoprène, par exemple, ils sont faits comme ça. On fait réagir d'abord les polystyrènes par polymérisation anionique et on ajoute ensuite les deuxièmes monomères. Donc ça, jusqu'il y a quelques années, avant les développements des polymérisations contrôlées, c'était la seule technique qui permettait de faire des beaux copolymères à bloc. Mais maintenant, on a développé les polymérisations radicalaires contrôlées qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Donc, ils ne sont pas sensibles à l'humidité de l'air, ils ne sont pas sensibles ils n'ont pas besoin de toutes ces conditions drastiques. Et donc, c'est vrai qu'on a plus tendance à les utiliser pour faire des copolymères à bloc, des terpolymères, etc. Donc, on est arrivé à la fin, si je ne me trompe pas. Et alors, je m'excuse pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on aura, j'espère, on va commencer alors. Je vous ai envoyé aussi les prochaines diapos. On va commencer la polymérisation par polycondensation, donc la polymérisation par étapes. Et donc, je vous souhaite bonne soirée. Si vous avez des questions, vous avez mon mail ou vous pouvez les faire à la fin du cours comme vous voulez. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout et c'est beaucoup parce qu'on a fini radicalaire, on a fait anionique et cationique. C'est pas mal. Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Au revoir, mesdames. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir.